Les affaires sont liées à la perception de l'homme des choses extérieures, mais elles ne servent à rien en réalité. Elles sont là pour montrer à l'homme leur inutilité et lui apprendre à s'en débarrasser. L'enfer est lié au paradis, car le bonheur et le malheur sont intimement liés. L'homme cherche le bonheur mais craint de le perdre, ce qui fait qu'il vit continuellement entre l'enfer et le paradis. L'enfer est lié à des vibrations basses et astrales, et lorsque l'homme meurt, une partie de sa mémoire astrale continue de vivre dans des lieux qu'il a fréquentés de son vivant. Cette mémoire astrale dense peut entraîner une souffrance intense, car elle cherche à reproduire des expériences du passé qui ne peuvent être vécues de la même manière dans l'astral. Cela peut être considéré comme l'enfer après la mort, mais cela se dissipe avec le temps. Il n'existe pas d'enfer éternel, mais plutôt une force purificatrice qui permet à la planète Terre de digérer l'astral de chaque individu. Les entités qui se retrouvent dans des endroits de basse vibration, comme les bars, peuvent essayer d'influencer les individus à boire, mais elles ne peuvent pas expérimenter les sensations physiques elles-mêmes. Il est rare d'être possédé par une entité mémorielle, mais cela peut arriver. Cependant, l'astral ne peut pas prendre complètement possession du corps physique et se contente de dominer un astral encore plus bas, celui de la personne elle-même. Lorsque l'énergie descend dans le cerveau, provoque des transformations au niveau du cortex cérébral et de la matière grise, mais aussi de la matière blanche. Ces transformations créent de nouveaux canaux par lesquels l'énergie peut circuler pour permettre la réflexion et la recherche dans les mémoires. Cependant, si les anciens canaux sont détruits pour permettre la construction de nouvelles structures neurologiques, cela peut entraîner une perte de mémoire, une difficulté de concentration et une sensation d'aliénation. Il peut y avoir une phase d'impersonnalité, car la personnalité astrale ne peut plus transparaître. Les douleurs ressenties sont souvent des métamorphoses au niveau neurologique, causées par des tensions musculaires. Le cerveau lui-même ne souffre pas, mais les vaisseaux cérébraux peuvent être affectés. En résumé, ces transformations cérébrales peuvent entraîner des perturbations au niveau mental, émotionnel et corporel. Lorsqu'une aberration cérébrale se produit, elle peut se traduire par une tension au niveau de la nuque, provoquant des maux de tête et de nuque. Cette transformation neuronale, causée par une captation d'énergie supplémentaire, peut donner l'impression d'être aliéné. Cependant, si l'individu est capable de trouver de nouvelles façons de fonctionner mentalement lors de ces transformations, il peut rapidement s'améliorer. Cela est dû à sa programmation mentale habituelle, qui l'empêche souvent de rechercher de nouvelles informations. L'individu doit donc être capable de connaître cette programmation mentale et de rechercher une nouvelle programmation lorsqu'elle disparaît. Lorsque l'énergie descend, elle provoque une transformation des neurones. Il est donc nécessaire pour l'être humain de se défaire de son esprit, de son mental, de son astral, de son vital et de son physique pour devenir réel. Cette fusion entraîne la destruction ou la métamorphose de ces corps, mais ils ne sont pas réellement détruits, ils sont juste complémentarisés. Une fois que l'être humain est dans cet état d'être, il n'y a plus de limite, plus rien. Les corps physiques, astraux et autres disparaissent et sont métamorphosés en quelque chose d'intelligent, permettant à l'individu de faire partie de Dieu. Dans cet extrait, l'auteur aborde différents sujets tels que l'esprit, la notion de temps, l'omnipotence, l'omniprésence et l'omniscience, ainsi que l'infinité. Il explique que l'esprit est un concept supérieur à l'énergie supramentale et peut contrôler les dangers liés à cette énergie dans le mental humain. Cependant, il précise que l'esprit peut avoir différentes définitions selon les contextes. En ce qui concerne l'omnipotence, l'omniprésence et l'omniscience, il affirme que ces qualités ne sont contenues dans rien mais qu'elles sont présentes partout. Il utilise l'exemple d'un verre d'eau pour illustrer le concept de l'infinité contenu dans une limite. Il explique également que l'isométrie cérébrale n'étant pas totalement développée chez l'homme, certaines planches peuvent aller plus vite d'un côté que de l'autre. Dans cette technique, appelée isométrie cérébrale, deux objets sont imaginés à l'intérieur de notre crâne essayant de se passer l'un à l'autre à l'intérieur du cerveau. Si l'un bouge plus vite que l'autre, cela indique un déséquilibre isométrique entre nos hémisphères cérébraux. Cela signifie qu'un hémisphère a moins de contrôle que l'autre, ce qui affecte notre capacité à effectuer des actions simultanées. Ce déséquilibre peut être normal dans le domaine physique, mais pas dans le domaine astral ou vital. Cette isométrie cérébrale permet de réaliser des actions simultanées avec les deux côtés du corps, comme tourner les mains en même temps ou taper du pied et de la main en même temps. Cela double toutes les capacités physiques, astrales, vitales et mentales de l'individu, lui permettant de résoudre deux problèmes en même temps. De plus,
cela ouvre la possibilité à différentes formes d'énergie d'entrer dans l'individu en même temps, au lieu d'une par une. Certains grands initiés étaient capables d'écrire une lettre avec les deux mains en même temps, témoignant d'une isométrie cérébrale parfaite. Cela leur permettait de jouer du piano et d'écrire simultanément. Cependant, la plupart des humains ne possèdent pas encore cette capacité, car leur mental n'est pas suffisamment développé pour le faire. Cependant, cela finira par être développé chez l'homme et la femme. L'isométrie cérébrale permettrait également d'être simultanément conscient et astral, de travailler dans le domaine de la matière sur deux plans énergétiques différents, et d'avoir un contact supramental avec des entités extraterrestres tout en maintenant un contact planétaire dans l'autre hémisphère cérébral. Cela permettrait une véritable bilocalisation de l'individu. Cependant, il est important de noter que ces informations sont basées sur une perspective spirituelle et n'ont pas été prouvées scientifiquement. La maîtrise de l'isométrie cérébrale reste un sujet controversé et nécessite une compréhension approfondie du fonctionnement du cerveau. En résumé, il est expliqué que pour comprendre le rôle de la glande pénérale, il est nécessaire de développer correctement les deux hémisphères du cerveau. La Jérusalem céleste est évoquée dans un contexte spirituel, mais le sujet est considéré comme trop dangereux et peu pertinent pour l'évolution de l'homme sur Terre. Il est souligné que la race juive n'a aucun rapport avec la Jérusalem céleste, bien que certains juifs puissent en faire partie. L'esprit est remis en question, car sa signification varie d'une personne à l'autre et dépend de l'interprétation de chacun. Il est important de définir clairement les mots utilisés pour éviter les malentendus. L'esprit nous permet d'entrer en contact avec d'autres mondes dans les plans invisibles car il est énergétique. La conscience moléculaire est limitée par la forme matérielle et est plus lente, tandis que la conscience atomique est plus rapide et n'est pas limitée par la forme. Les âmes sœurs sont des individus similaires à nous avec lesquels nous pouvons évoluer plus rapidement. L'androgénéité est le retour à nos sources et la fusion des esprits moléculaires et atomiques. Cependant, toutes ces idées sont difficiles à comprendre pour l'humanité actuelle et ne sont pas totalement pertinentes dans notre quotidien. Le concept d'androgénéité est lié à la capacité d'être sans sexe et de ne pas avoir de reproduction sexuée. Selon l'auteur, lorsque l'énergie vitale se diffuse à l'extérieur des centres d'énergie, l'homme redevient un enfant et cesse de vieillir et de mourir. Ainsi, il n'y a plus de reproduction humaine sur Terre et l'homme devient androgyne. L'âme sœur et l'androgénéité sont des concepts distincts. L'entité dont il est question est énergétique, au-delà du niveau atomique. Lorsque quelqu'un emporte son corps après sa mort, il le transporte dans un autre plan dimensionnel appelé le plan éthérique. Dans ce plan, il n'existe pas de corps physique, car ils appartiennent au domaine physique. L'individu se manifeste sous une forme énergétique et peut être en relation avec l'énergie supplémentaire. L'individu qui reste lié au plan planétaire sans corps physique est considéré comme un maître du monde, mais il n'est pas encore en contact permanent avec l'énergie extraplanétaire de l'éther. Les grands maîtres, qui sont en réalité les maîtres du monde car ils sont le monde, attendent l'évolution humaine pour pouvoir se libérer eux-mêmes. Ils ont besoin du support humain jusqu'à ce que l'humanité atteigne l'état de fusion. Ces maîtres peuvent prendre des formes d'énergie extraplanétaire pour accomplir des tâches sur Terre, mais ils ne prennent pas de corps physique à la naissance. Parfois, ils peuvent avoir des messagers ou des individus hautement évolués pour représenter leur enseignement, mais cela ne signifie pas qu'ils prennent directement un corps physique. Seul un individu hautement évolué a choisi de prendre un corps pour aider à l'évolution de l'humanité, comme Jésus de Nazareth l'a fait. Ces grands maîtres agissent en fonction de leur propre intérêt et de l'évolution de la planète et du système solaire, mais cela est souvent mal compris par la population qui est trop identifiée à son ego et à sa forme physique. Les êtres dont l'énergie provient d'autres systèmes solaires peuvent prendre différentes formes et ont des capacités évolutionnaires différentes de l'être humain. Par exemple, sur d'autres systèmes solaires, il peut y avoir une évolution mentale rapide mais un manque au niveau de l'astral. Certains individus peuvent donc se déplacer entre les systèmes solaires pour compléter leur développement. Les êtres descendants sur la planète Terre viennent ici pour évoluer, tout comme les êtres ascendants sur Terre. Il existe une interdépendance entre les êtres plus évolués et les êtres moins évolués, car pour évoluer, Dieu a besoin d'eux. L'homme. Il y a eu des contacts avec des êtres extérieurs à notre système solaire, mais Jésus-Christ, par exemple, est itinérant à notre système solaire. En résumé, l'homme est constitué de mémoire, mais aussi de la capacité mentale à gérer cette mémoire.
Être soi-même ne signifie pas être totalement détaché de l'extérieur, car l'homme est constamment en contact avec son environnement physique, vital, astral et mental. Avoir le contrôle de ses corps et de sa mémoire, c'est être en mesure de les diriger de manière intelligente et harmonieuse, avec le mental comme maître. Cependant, être véritablement soi-même n'est pas possible, car cela impliquerait de se détacher totalement de l'extérieur, ce qui n'est pas réalisable pour l'homme. L'intégration des mémoires est importante, mais encore plus essentielle est le contrôle mental de ces mémoires. La prochaine étape dans le chemin spirituel de l'homme ne sera pas l'intégration des mémoires, mais plutôt le contrôle de celles-ci, afin de permettre l'accès à une connaissance supérieure. Toutefois, cette connaissance ultime ne peut être atteinte que par l'individu lui-même, et non par un être humain extérieur. La personne qui meurt après avoir été renversée par un camion à l'âge de 2 ou 3 ans peut être une leçon pour les parents, une dette karmique ou une leçon pour le chauffeur du camion. Cependant, cela n'a pas d'impact significatif sur l'évolution planétaire. La planète se moque de la mentalité d'un individu. De la même manière, lorsque des animaux sont tués par des prédateurs, cela fait partie de l'équilibre naturel et ne pose pas de questions. Nous avons tendance à considérer l'homme comme central, mais nous devons comprendre que tout ne tourne pas autour de nous. La valeur accordée à un individu est influencée par notre besoin de préserver la vie, mais cela n'a pas d'importance sur le plan évolutif de la planète. Selon Lucile, lorsque quelqu'un devient un véritable homme ou une véritable femme, il devient important pour l'évolution planétaire et commence à être protégé. Cependant, il n'y a aucun moyen de prédire si un enfant de 3 ans aurait pu devenir mentalement handicapé à l'âge de 4 ans ou s'il aurait pu devenir un artiste adulte. Lucile fait également référence au concept de karma, affirmant que le plus important est le karma relatif, qui est imposé par notre psychologie astrale. La société place également une importance différente sur la protection et l'importance de la vie en fonction de l'âge. Cela peut être dû au fait qu'à une époque, les gens se massacraient mutuellement. En ce qui concerne le développement du corps astral, Lucile suggère qu'il pourrait nécessiter plusieurs vies de réincarnation. L'énergie dont a besoin l'individu pour s'incarner sur Terre provient du Soleil de son système solaire d'origine. S'il lui manque un astral, il aura l'air moins humain que les autres, car il en a peu. Cependant, cela lui causera de la souffrance car il lui manque cette dimension. Il peut toutefois développer un astral dans sa vie s'il se démène et si le contexte social le permet. Il est donc important que l'astral planétaire soit développé pour qu'il puisse venir sur Terre et que cela soit bénéfique pour tous. Il y a une dynamique paradoxale où l'être ascendant doit transformer son astral, tandis que l'être descendant doit le développer. Il existe différents contextes planétaires favorisant le développement physique, vital, astral, mental, supramental, etc. Certains êtres descendants sur Terre sont considérés comme ascendants par rapport à nous qui recherchons un mental évolué. Ils viennent chercher l'énergie de l'astral planétaire pour pouvoir canaliser cette énergie et ainsi atteindre la fusion entre le vital et le mental. Ils ne peuvent être assimilés totalement à l'astral planétaire, mais ils en tirent parti grâce à leur naissance.